Bonjour à tous. On va parler d'architecture agile, plus particulièrement d'architecture hexagonale. Mais on va regarder comment est-ce qu'on peut refactorer vers cette architecture agile. Parce que c'est une super architecture pour pouvoir bien tester efficacement, rapidement. C'est très flexible. Mais souvent, ce n'est pas l'architecture qu'on a, en fait. On a une application legacy qui n'est pas forcément testable, qui n'a pas été prévue comme ça. Et en fait, on va voir que ce n'est pas si compliqué de refactorer petit à petit cette architecture vers quelque chose de beaucoup plus flexible. Et on va voir qu'à chaque étape qu'on va prendre, eh bien, en fait, on va déjà en retirer les bénéfices. Donc vraiment, ça va être très utile directement. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord expliquer un petit peu l'architecture hexagonale. Et puis, on va prendre une vieille application, legacy, qui n'est pas testable du tout, bon, elle est assez petite. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter deux demandes qu'on va recevoir de notre client. Et on va le faire d'une approche que je vais vous proposer, qui peut s'appliquer à n'importe quelle application legacy, donc c'est vraiment très pratique. Et cette approche va nous permettre de faire des changements de façon sûre et de petit à petit implémenter ces fonctionnalités dans notre vieille application legacy qu'on ne comprend pas très bien, mais on va le faire de façon sûre et on va avoir une architecture qui se rapproche de l'architecture hexagonale en fin de compte. Donc, je vais vous l'expliquer l'approche et puis je vais le faire dans le code de l'application. Alors, un petit mot sur moi, je suis coach agile technique, donc j'aide les équipes en fait à délivrer des petites choses en production assez rapidement et de façon sûre, sans faire trop de bugs. Et tout ça grâce aux techniques agiles pratiques. Donc, du coup, j'ai écrit un livre sur les méthodes agiles. Je donne des cours là-dessus aussi à l'école EFEC. Et je fais des petites vidéos sur le sujet, sur des vidéos plutôt techniques sur mon channel Le Développeur Agile. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Il y en a notamment sur l'architecture agile. Alors, cette architecture hexagonale, on va en parler. C'est assez simple, en fait. C'est vraiment très simple. Le principe de base, ça va déjà être de rassembler toutes les règles métiers, toute la logique de notre application dans un seul endroit. Vraiment, tout ce que le client nous a demandé que l'application fasse, en fait, on va le mettre dans un seul endroit. Et l'idée, c'est que en fait, cette partie-là va être bien testée. Donc ça va vraiment être l'endroit où on veut avoir tout ce qui est compliqué dans notre application. Et alors, on va avoir à côté de ça, eh bien, d'une part, les adaptateurs primaires qui vont être en fait les interfaces graphiques ou les interfaces de l'utilisateur. Donc ça peut être une application console ou l'interface Windows, un projet web, donc ASP.NET. Et on va vouloir que ces adaptateurs restent vraiment très simples. On ne veut pas beaucoup de code, on ne veut pas de logique. On veut que ça prenne la demande de l'utilisateur et que ça la donne au module métier. Et le but, c'est qu'en fait, cette partie-là va être moins bien testée. Donc, on ne veut pas vraiment avoir de la logique parce que les bugs risquent d'apparaître là. Ces adaptateurs primaires vont appeler alors un port primaire qui va être l'interface, le point d'entrée de notre module métier. On va en avoir plusieurs. Et donc, il ne va pouvoir appeler que ça. Il ne va pas connaître l'intérieur du module métier. De l'autre côté de notre module métier, on va avoir des adaptateurs qu'on va appeler secondaires. Et là, l'idée, c'est que ces adaptateurs-là vont servir à se connecter à tout ce qui est externe à l'application. Donc, une base de données, aller lire dedans ou écrire, un service web, des fichiers, même écrire des logs. Tout va se faire au travers d'adaptateurs secondaires. Même logique, on va vouloir que ce soit très simple, qu'on n'ait pas beaucoup de logique. Donc, s'il faut enregistrer une facture, on prend la facture, on crée la requête SQL autour de ça, mais on ne change pas les données. On met directement dans la base de données. Vraiment le moins logique possible parce que c'est moins bien testé. Alors, aussi, une subtilité, c'est qu'on ne voudrait pas que le module métier dépende de finalement ces adaptateurs secondaires qui sont finalement des modules de détail. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est le module métier lui-même qui va définir des interfaces, qui va définir finalement ce qu'il veut pouvoir faire, et il va laisser les adaptateurs venir implémenter ces interfaces. C'est ce qu'on appelle le principe d'inversion des dépendances. C'est le D dans Solid. Et l'idée, c'est que donc, du coup, s'il y a une modification, une mise à jour du framework Entity Framework ou de comment est-ce qu'on accède aux données, etc., donc une modification dans un module de détail, eh bien, le module de métier ne sera pas impacté parce que lui ne sait même pas qui il y a derrière cette interface, il ne sait même pas vraiment qui a été mis. C'est juste qu'il a défini qu'il voulait être capable de pouvoir enregistrer une facture et puis bon, un adaptateur doit venir se mettre derrière ça. Donc, on va vraiment inverser cette dépendance. Même si l'exécution va toujours vers l'adaptateur secondaire, en fait, c'est l'adaptateur secondaire qui doit avoir une référence techniquement vers le module métier. C'est lui qui doit savoir où est cette interface. Et donc, cette interface, on va l'appeler le port secondaire. Elle va correspondre à un adaptateur secondaire. L'intérieur du module métier, lui,
on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est pas ça qui est important. On va pouvoir vraiment, du coup, le faire évoluer, le modifier comme on veut, etc. Il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Ici, j'ai pris des exemples vraiment très, très, très simples, mais ça pourrait être n'importe quoi. Alors, l'avantage de cette architecture, c'est d'une part, ce que Alistair Cockburn, qui a inventé l'architecture, qui est un des signataires du manifeste agile, d'une part, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre d'autres adaptateurs primaires, par exemple, finalement, appeler tout ce code à partir d'une application console. Donc, on va pouvoir changer facilement ces adaptateurs, en tout cas de façon pas trop compliquée. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est surtout qu'on va pouvoir tester finalement ce module métier de façon vraiment indépendante et très, très, très rapide, en fait. Puisqu'on va pouvoir écrire des tests unitaires, des tests XUnit. Ils vont pouvoir appeler les interfaces qui sont les ports primaires, donc les points d'entrée du module métier. Ils vont pouvoir laisser l'entièreté du code du module métier s'exécuter, et donc on peut refactorer, on peut changer ce qu'on veut. De toute façon, le test ne connaît pas l'implémentation, il connaît juste le comportement, et il sait ce qu'il attend en output. Et il attend en output au niveau du port primaire, mais aussi des ports secondaires, puisqu'il va remplacer les adaptateurs secondaires qui se connectent à des systèmes externes, qui vont dans la base de données, etc. Il va les remplacer par des mocks, par en tout cas des objets qui vont empêcher qu'on se connecte à quelque chose d'externe. Ça veut dire que donc on va avoir des tests qui s'exécutent entièrement en mémoire, et qui sont vraiment très, très rapides et très fiables. Ils vont être déterministes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va les exécuter, ils vont toujours renvoyer le même résultat, contrairement à un test qui se connecterait à une base de données où il suffit de changer les données pour que le test ne marche plus alors que le code n'a pas changé. Ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas parce que alors on a des tests qui ne sont pas fiables. Donc ici, on va vraiment se retrouver dans une super situation et on va pouvoir refactorer vraiment bien l'intérieur du module. Alors, l'application dont je vous ai parlé, elle s'appelle UltraConta. C'est une application que j'ai créée pour l'occasion. Elle est très, 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 très basique. Et pourtant, le code est vraiment, vraiment pas génial. Il n'est pas testable, il n'est pas clair, il y a de la duplication, ça vraiment pas. Alors, heureusement, je dis, l'application, elle, est très, très, très basique. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit dans un dossier partagé des commandes au format texte. Donc, on a un exemple ici à droite. Ce n'est pas très important. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'elle va lister toutes ces commandes dans une page web. Et quand l'utilisateur clique sur une des commandes dans la page web, l'application va générer une facture pour la commande au format HTML. Et il va l'afficher à l'utilisateur et l'enregistrer dans sa base de données. Donc, voilà, c'est très, très simple. Et je vais vous montrer que le code, il n'est pas terrible. Je vais vous montrer l'application, ici. Donc, vous voyez, on liste ici les fichiers qui sont dans le dossier partagé, qu'on voit ici. Quand je clique sur une des commandes, eh bien, il me génère une facture et il me l'affiche. Vraiment très, très simple. Cette facture, elle a aussi été enregistrée dans la base de données, au format HTML. Voilà, maintenant, on va regarder le code. Et dans le code, on va voir qu'en fait, c'est vraiment un projet ASP.NET, pour ceux qui connaissent, qui est très basique, avec tous les fichiers de base où j'ai pratiquement rien changé. Le code important, c'est dans le Home Controller. Tout a été mis dans le contrôleur, dans cette méthode qui va nous intéresser, qui est la méthode qui est exécutée quand on génère une facture et qu'on l'affiche et qu'on l'enregistre dans la base de données. Donc, on voit que c'est la même méthode qui va en même temps aller lire le fichier texte, qui va générer du HTML pour la facture, qui met des conditions, qui va visiblement aller dans la base de données, regarder quelle est la nationalité du client, parce que les règles de TVA, visiblement, ne sont pas les mêmes pour toutes les nationalités. Et puis, à la fin, on enregistre cette facture dans la base de données, et enfin, on la renvoie au navigateur. Donc, vous voyez, tout est mélangé au même endroit. Il y a visiblement des choses dupliquées, c'est vraiment pas clair comme code. Moi, je ne comprends pas très bien, c'est un code avec lequel je ne suis pas vraiment familier, mais je vais recevoir des demandes de mon client et je vais devoir implémenter ces changements dans ce code. Alors, voici les deux demandes que j'ai reçues de mon client. D'une part, ajouter le montant total hors TVA dans la facture, donc modifier en fait le template HTML et rajouter une information dedans qu'on va devoir calculer. Et une deuxième demande que j'ai reçue, c'est de pouvoir exécuter pendant la nuit un batch qui va en fait générer directement les factures pour toutes les commandes qui sont arrivées dans le dossier et directement mettre ça dans la base de données. Comme ça, un utilisateur ne doit pas venir cliquer sur tous les liens pour que ça se retrouve dans la base de données. Ça semble assez logique comme demande. Et je vous ai dit, on va regarder alors une approche qui va vraiment être sûre et fiable pour pouvoir faire ce genre de changement dans une application legacy qu'on ne gère pas complètement, qu'on ne comprend pas complètement non plus. Alors moi, ma première étape, c'est d'abord de dessiner.
je vais prendre même un crayon, commencer à dessiner quelques minutes, vraiment très rapidement, mais dessiner l'exécution vraiment dans le code et juste sur la partie qui me concerne. Je ne vais pas commencer à dessiner l'entièreté de l'application parce que je pourrais y passer des jours, mais je vais dessiner ce sur quoi je vais travailler et je peux en parler plus facilement avec mes collègues. On peut vraiment, c'est beaucoup plus clair pour conceptualiser ce qu'on est en train de faire. Alors la deuxième étape, elle va prendre un peu plus de temps, c'est de couvrir le code qu'on veut modifier avec des tests. Une fois qu'on sait ce qu'on veut modifier, l'endroit où en tout cas qu'on veut modifier, il va falloir mettre des tests pour le faire de façon sûre et ne pas casser un comportement existant qu'on pourrait ne pas très bien comprendre et qu'on pourrait du coup casser. Alors, la particularité ici, c'est que de nouveau, ce code, on ne le comprend pas. Un test, habituellement, il permet de décrire le comportement attendu. Il permet d'expliquer, en plus dans des termes le plus possible métier, ce qu'on attend comme comportement. Ici, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'attends, en fait. Je ne comprends pas ce code. Et donc, on va utiliser ce que Michael Feathers appelle des tests de caractérisation. Ça, l'idée, c'est justement ça. C'est de donner des inputs à un morceau de code et de regarder ce qu'on reçoit en output, de ne pas forcément savoir si c'est bon ou pas bon comme résultat. En tout cas, c'est le résultat actuel avec ces inputs. Et donc, on va dire au test, eh bien maintenant, tu vérifies que c'est toujours ça que ce code renvoie. Et donc, on va essayer ça avec d'autres inputs. On va mettre d'autres inputs, regarder chaque fois ce qu'on a comme output et enregistrer ça. En fait, on va verrouiller ces comportements-là dans le code existant. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait 100% de couverture de code sur la partie qu'on veut modifier, pour avoir quand même une certitude qu'on ne va rien casser. Et on va même aller un peu plus loin. On peut aussi, 100%, ce n'est pas toujours assez, donc on va parfois réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres choses qu'on pourrait tester, d'autres cas qu'on n'a pas pensé, pour vraiment arriver à ce sentiment de dire, là, je pense que ce code-là, il est vraiment fiable. Là, on a trouvé un peu tous les coins bizarres. Je pense qu'on peut y aller, on peut faire des modifications. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là parce qu'à ce stade-là, nos tests vont exécuter tout le code, mais ils vont aussi contacter toutes les dépendances externes, ils vont aller dans la base de données, etc. Comme je vous l'ai dit, ça va faire des tests qui vont être lents déjà, mais qui ne vont pas être déterministes, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va aller plus loin, on va introduire le concept de seams, de nouveau un concept qui vient de Michael Feathers, et qui en fait indique simplement de pouvoir, au moment de l'exécution, changer le comportement de certaines parties du code pour, par exemple, des tests. Dans le cas des tests, on va pouvoir dire que finalement, quand c'est dans les tests, ne va pas dans la base de données. Un cas classique, c'est des mocks, c'est une façon la plus classique à utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire ici. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais utiliser le mot mock pour absolument tout. Je ne vais pas parler de test double, de fake, de spy, de stub, tout ça. Je vais dire mock pour tout, je pense que c'est plus simple. Donc, une fois qu'on aura mis ces mocks, eh bien, on aura des tests vraiment efficaces, vraiment rapides, déterministes, et on aura couvert toute notre partie. Donc là, on se sentira à l'aise, on pourra commencer à modifier le code. Et modifier le code, eh bien, on va d'abord s'attaquer à le refactorer. En fait, on a vu qu'il y a de la duplication, etc. Il y a des choses pas claires. Donc, on va commencer à améliorer donc, les petits refactoring, tous les renommer une variable, extraire une petite méthode, vraiment des petits changements sous couvert de ces tests fiables qu'on a créés et rendre le code de cette façon plus clair à comprendre, de plus en plus clair, jusqu'à un moment où on est vraiment à l'aise avec le code, on le comprend. En plus, on vient de le modifier, donc on le comprend encore mieux. Et le code, on l'a amené à être vraiment prêt à recevoir le changement qu'on voulait faire. Et ça, c'est la dernière étape. On va pouvoir faire le changement, mais ce changement devrait être très facile parce qu'on vient de modifier le code de façon à ce qu'il reçoive ce genre de changement très facilement. Il n'y a plus qu'à rajouter quelque chose quelque part et hop, tout fonctionne très facilement. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est la plus facile, mais il faudra préparer le terrain. Alors, je vous l'ai dit, première étape, on dessine. Ici, très très simple, l'application, la plupart du code est dans le home controller, comme je vous l'ai dit. Donc, on va avoir un appel qui arrive dans le home controller, qui va lire dans le dossier partagé le fichier texte, la commande, qui va générer une facture par rapport à ça. Il va utiliser la classe que je ne vous ai pas montrée, mais il y a vraiment juste des requêtes SQL dedans, Database Access, qui permet d'aller chercher le client dans la base de données, savoir s'il est belge ou pas, terminer de générer cette facture, et puis enfin, enregistrer la facture dans la base de données et la renvoyer au navigateur. Voilà, tout simple, pas plus que ça, mais au moins maintenant, voilà, je vois où je vais faire les changements. Et à partir de ça, je vais pouvoir suivre un peu les changements que je fais au fur et à mesure. La première chose à faire après ça, on l'a dit, c'est couvrir avec des tests. Ça, c'est assez facile. On va mettre des tests sur Home Controller et on va laisser le code s'exécuter, aller sur le file system, aller dans la base de données, etc. Donc, on va vraiment juste laisser les choses se dérouler. On va faire ça ensemble maintenant. Donc, je prends mon contrôleur avec GenerateInvoice, qui est cette méthode où il y a pratiquement tout le code qui nous intéresse. Et j'ai déjà
un petit projet web ici, un petit projet test, pardon, dans lequel je vais pouvoir rajouter un test. Alors, je rajoute un premier test. Et normalement, on veut des noms assez explicites qui disent ce qu'on teste, mais ici, je ne comprends pas vraiment ce code. Donc, je vais avoir des noms qui ne vont pas être terribles, mais ce n'est pas grave, j'améliorerai ça par la suite. Donc, je vais appeler ça Generate Invoice pour le moment. Alors, ce que je sais, par contre, c'est que je vais avoir besoin d'un contrôleur. Donc, je vais créer le contrôleur. Ça, c'est bien. Je sais, j'ai vu l'interface que je vais recevoir une facture de ce contrôleur. Je vais prendre le contenu de la réponse HTTP que je reçois. Et alors, je vais pouvoir vérifier des choses sur cette facture. Je vais pouvoir vérifier que dans cette facture HTML, il y a, je ne sais pas très bien quoi en fait. Je ne sais pas vraiment ce que j'attends comme résultat. Ouais, je n'ai pas ici, je dois donner évidemment la référence de la facture, du fichier que je veux ouvrir. Donc ici, je vais faire un test avec le fichier 948. Et je dis la facture qui devrait sortir de ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc je dis ça devrait être vide, par exemple. Évidemment, le test casse, il dit non, c'est pas vide, j'ai reçu une facture au format HTML. Et c'est pas grave, je vais regarder ce que j'ai reçu comme HTML et je prends ce contenu et je lui dis, eh bien, très bien, alors à partir de maintenant, tu vérifies toujours que tu vas recevoir ce contenu HTML-là. Donc, de nouveau, je ne sais pas si c'est vraiment bien ou pas, c'est peut-être pas vraiment terrible comme résultat, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que ça ne change pas à l'avenir. Alors, vous aurez remarqué que j'utilise ici ncrunch, donc qui exécute les tests en fait, à chaque fois que je tape un caractère, la moindre touche, tous les tests sont exécutés. Ça permet d'avoir un feedback très, très, très rapide sur est-ce que mon code compile, est-ce que mes tests passent, etc. Et vous verrez ici les petites boules sur le côté qui montrent la couverture de code. Et en bas à droite, vous voyez aussi que c'est vert. Vous voyez ça un peu partout. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai un test déjà sur mon contrôleur. Et si je vais regarder dans le contrôleur, je vois qu'une bonne partie de la méthode est déjà couverte juste avec ce test-là. Donc, on a couvert toute une série de lignes avec cette méthode. On voit qu'il reste encore des lignes blanches. Donc, blanche, ça veut dire qu'il n'y a aucun test qui s'exécute là-dessus. Et donc, je vais regarder mais quelle est la condition qui a fait qu'on n'a pas eu de test sur cette partie-là. Et je vais rajouter un test pour ça. J'ai déjà commité celui que j'ai. Voilà. Et je vais faire un deuxième test. Alors, ce sera comme le premier, sauf que cette fois-ci, je sais que c'est avec une autre facture. Et alors, je vais regarder quelle est la condition. La condition, c'est que, en fait, c'est quand il y a un item 2 dans la facture. Parce que vous allez voir, parfois, on reçoit une facture où il y a plus de lignes, et donc il y a dedans un deuxième article, en fait, dans une même facture. Eh bien, OK, je vais faire un test avec une facture qui a deux articles. Two items. Alors, je viens de vous le montrer. J'ai déjà un exemple que j'ai reçu de mon client avec ça. C'est parfait. Donc, je lui dis de prendre le fichier numéro 49. Et évidemment, il se plaint qu'il n'a pas le même HTML que dans le premier cas. Pas de souci, vous commencez à comprendre. On va prendre le HTML qu'on a reçu cette fois-ci. Et on va lui dire de se baser là-dessus. Et de toujours vérifier que c'est ce HTML-là qu'il reçoit à l'avenir. Et voilà. Évidemment, c'est très rapide, c'est déjà vert, puisque on ne regarde pas vraiment le contenu. On va juste prendre le résultat et dire que c'est bon. Hop, je vais commiter ce test-là. Donc maintenant, si on regarde notre contrôleur, eh bien, on a l'entièreté de la méthode qui est couverte par des tests. C'est parfait. Bon, comme je vous l'ai dit, on va quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose que je pourrais rajouter? Et il y a effectivement ici quand même encore le cas des clients belges, puisqu'en fait, toutes les factures que j'ai faites maintenant, c'était des factures italiennes. Et visiblement, il y a une condition spécifique pour les clients belges, j'ai bien fait de regarder. Et donc, je vais encore faire un test avec une commande pour un client belge. Ça, de nouveau, j'ai reçu un exemple de mon client. Is a Belgian customer. C'est la numéro 50. Bon, vous connaissez hein, maintenant, de nouveau, évidemment, c'est pas la même facture qui est générée. Donc, je prends, j'étais trop vite, je prends le HTML qu'on a reçu et je lui dis de maintenant se baser là-dessus.
Voilà, je peux commuter ça. Et maintenant, là maintenant, je me sens quand même vraiment bien à l'aise. Maintenant, je vois bien que si je fais une modification ici, je change un caractère, eh bien, je vais avoir des tests qui vont me dire « Ah, maintenant, la facture qui est générée n'est plus la facture qu'il y avait avant. » Donc, je peux commencer à modifier ce code et être sûr que je ne casse pas les factures qui étaient générées avant, puisque les tests s'exécutent tout le temps pour ça. Donc, ça y est, on a notre test qui s'exécute, qui exécute absolument tout le code et qui vont contacter des choses de tous les systèmes externes. Ça veut dire évidemment qu'à chaque fois que j'exécute les tests, il y a une facture qui est rajoutée dans la base de données. Et il y a notamment aussi que si mon collègue est en train de travailler sur ces tests-là et qu'il modifie dans notre dossier partagé un des fichiers, et que moi je suis en train de travailler sur les tests, eh bien, je vais avoir une surprise. Je vais voir que finalement, il y a déjà un test qui ne marche plus parce qu'il utilisait ce fichier. Et donc, je dépends encore très fort de ça. De nouveau, pas du tout déterministe. Ça ne va pas, ça va vite être très pénible. Et donc, je vais avoir besoin, comme on l'a dit, d'introduire des seams. Et ça, l'idée, c'est qu'on va le faire progressivement. Donc, pour mettre des mocks, pour ne pas appeler le file system, on va le faire progressivement. On va d'abord isoler les lignes de code qui nous embêtent, les lignes de code qui font réellement l'appel au système externe. Et on va les mettre dans des classes à part. Ici, order source, customer source, invoice storage. Et alors, après seulement, on va les remplacer par des mocks. Donc, on fait ça progressivement dans une approche vraiment agile de la programmation. On va faire des petits changements. Ça continuera à s'exécuter. Ce ne sera pas encore vraiment ce qu'on veut, mais on va progressivement vers le fait de moquer ces parties qui nous embêtent. Donc voilà, on a dit, on va d'abord retrouver ces lignes qui nous embêtent. Alors, la première, c'était ici, l'appel au système de fichiers. Donc, on va lire le fichier texte. Et si le fichier de texte n'existe plus, les tests ne marcheront plus. Donc, ce que je vais faire, c'est extraire ça dans une helper méthode qu'on va appeler getOrder, par exemple. Et cette helper méthode, elle est juste ici en dessous. Il n'y a vraiment rien de spécial. C'est juste la ligne qui a été déplacée. Mais évidemment, le but, ça va être de mettre ça dans une classe à part, comme je l'ai dit. Donc, je fais extract class pour avoir peut-être une order source, on a dit. On va mettre ça dans un fichier à part, ce sera plus clair. Et donc, on a maintenant dans order source ici, toujours juste cette ligne. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, elle est bien isolée. Dans home controller, on a donc maintenant plutôt l'appel à cette classe-là, getOrder. C'est toujours un appel statique, je ne peux toujours pas changer. Ce que je vais vouloir faire, comme je l'ai montré ici, pour order source, on voudra le remplacer par un order source mock. On va avoir besoin de polymorphisme pour ça. On va avoir besoin de pouvoir remplacer l'instance de order source par order source mock. Donc, il va falloir que ce ne soit pas statique. On va vouloir ici avoir plutôt une instance. On va mettre ça non statique. Et cette instance, évidemment, tant que c'est le home controller qui l'a créé lui-même, on n'est pas très flexible. Le test ne peut pas lui dire ce qu'il doit utiliser. Le home controller a un peu trop de choix là-dessus. Pour l'instant, c'est lui qui décide ça. Et ça ne va pas. Donc, on va plutôt remettre ça comme le order source, on va le mettre en champ privé. Voilà, on va le créer dans le constructeur. Donc, vous voyez ici en haut, maintenant, c'est un champ privé. Et on va pouvoir finalement le recevoir en paramètre plutôt. Donc maintenant, c'est bien, on va pouvoir injecter cette dépendance au home controller. C'est plus lui qui décide de créer la dépendance, on lui injecte la dépendance qu'il doit utiliser. Par contre, il continue à dire qu'il veut absolument un order source ou quelque chose qui se plie à ça. On va aller plus loin, on va lui dire, tu vas prendre n'importe quoi qui, en tout cas, a la méthode getOrder. Donc, on va créer une interface là-dessus avec juste getOrder dedans et n'importe quel objet qui aurait getOrder sera maintenant suffisant pour le contrôleur. Donc, on va lui dire voilà, de prendre ça. Donc, voilà. Maintenant, on injecte vraiment un objet et il faut juste qu'il y ait getOrder dessus. Donc, on a quand même vraiment, home controller est assez isolé de getOrder. Vous aurez remarqué aussi que je fais plein de petits changements, mais à aucun moment, mon code ne marche pas. En fait, vous voyez, les tests ont toujours été exécutés, le code compile, je ne suis pas en train de tout casser. Et j'utilise beaucoup mon IDE, ici ReSharper aussi, pour pouvoir faire ces changements
et ne pas devoir réfléchir à la syntaxe. Moi, je réfléchis juste au changement que je veux faire. Je veux faire un extract class. Je réfléchis à un niveau plus élevé, à un niveau d'abstraction plus élevé que juste la syntaxe en elle-même. Et ReachApper fait beaucoup moins d'erreurs que moi quand il tape la syntaxe, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, et donc je suis toujours dans une situation où tout fonctionne, je ne casse pas mon code pour essayer de reconstruire après. Voilà, ça c'était une parenthèse. Donc du coup, maintenant qu'on injecte order source mock ici, on va pouvoir injecter order source mock au lieu d'un order source dans mes tests. Donc si je vais dans mes tests, on voit que maintenant, dans les tests, le home controller, à chaque fois qu'il est instancié, on lui passe un order source. Évidemment, tant que c'est le cas, ces tests-ci dépendent toujours du file system, dépendent toujours, etc., puisqu'ils utilisent en fait le même code que le code de production. Mais maintenant, je vais lui dire, bien maintenant, tu vas recevoir un order source mock. On va créer un mock nous-mêmes, voilà, qui correspond à cette interface. Et donc, ça va juste être une bête petite classe qui va renvoyer le contenu des fichiers texte, mais hardcodé, et ne va pas aller les lire réellement sur le système de fichiers, ce qui va être évidemment beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce test marche? Parce qu'évidemment, maintenant, si je lui renvoie rien au lieu du contenu du fichier, ça ne va pas marcher. Il faut que je prenne le contenu du fichier et que je le mette dans le mock. Voilà, et le test passe. Voilà, on a maintenant, en fait, déjà un premier test qui ne dépend plus du file system. Si mon collègue va modifier le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ce test ne va pas se casser. On est déjà dans une situation qui est mieux qu'il y a 5 minutes. Donc, évidemment, je vais committer ça. Voilà. Et la suite, évidemment, c'est migrer petit à petit tous les tests pour utiliser ça aussi. L'avantage, c'est que je peux m'arrêter en plein milieu, aller corriger un bug, et je déploie toujours mon code en production. Je fais du trunk-based development, je partage tout mon code avec tous mes collègues. Il n'y a pas de souci, ce code fonctionne toujours, je n'ai absolument rien cassé jusqu'à présent. Et je peux faire tous ces changements progressivement, et à chaque fois que j'ai terminé de migrer un test, eh bien, c'est déjà mieux. Il y a déjà moins de tests qui dépendent de ce file system. Il y a moins de tests qui vont se casser si jamais il y a un problème avec le file system. Bon, évidemment, je vais devoir améliorer un peu mon mock, parce que pour l'instant, il ne renvoie toujours le même fichier. Mais je vais lui dire que dans le cas où l'ordre de référence est plutôt celle du deuxième fichier, eh bien, il faut évidemment renvoyer le contenu du deuxième fichier. Le contenu du deuxième fichier, je l'ai ici. Voilà, de nouveau hardcodé. Et ça y est, on a déjà un deuxième test qui est indépendant du file system. On n'a plus qu'à faire le troisième pour être là vraiment, vraiment bien. Même logique, order source mock ici. De nouveau, il faut lui mettre le contenu du dernier fichier là-dedans aussi. On va faire ça, on va mettre ici un switch, ce sera mieux. Donc, je mets maintenant le contenu du fichier 50 dans mon mock. Et voilà. En fait, déjà maintenant, tous mes tests sont indépendants du file system. Maintenant, je peux faire ce que je veux sur le file system. Je peux changer, supprimer ces fichiers. Je n'en ai plus besoin. Mes tests sont entièrement lancés en mémoire et ne dépendent de rien à l'externe. Donc ça, c'est quand même déjà très bien. Et vous avez vu, on a migré les tests progressivement un à un. On a chaque fois eu déjà un petit peu moins de dépendance. Et maintenant, on a toute une dépendance qui est entièrement tirée. Et ça ne veut pas dire qu'on a fini avec toutes les autres. C'est juste qu'on a maintenant plus de dépendance sur le file system et on garde les dépendances sur le reste. Et maintenant, on va s'attaquer au suivant. Mais on est déjà dans une situation qui est améliorée. Si je m'arrêtais et que je ne travaillais plus là-dessus maintenant, eh bien, je suis quand même déjà dans une situation qui est meilleure que celle qu'il y avait avant. Donc vraiment très, très progressif. Maintenant, on va regarder les deux autres sources de données qui utilisent la base de données et on va faire la même chose. Bon, alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas prendre le temps de faire ça maintenant. J'ai déjà un commit où il y a ça et je vais déjà vous montrer le résultat directement. Puisque l'approche reste vraiment exactement la même. On veut donc remplacer ces deux choses, les extraire et les remplacer par des mocks. Alors, je prends le
commit qui a déjà ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez que quand on instancie un contrôleur, maintenant, on ne passe plus seulement un mock, mais on passe les deux autres mocks qu'on a vus dans le schéma. Et ça veut dire donc que le contrôleur, lui, maintenant, utilise tous ces mocks et toutes ces dépendances. Et donc, en fait, ne fait plus lui-même les appels à la base de données, etc., mais il utilise plutôt cette classe qui est injectée pour pouvoir faire ces requêtes-là. Donc, maintenant, on a vraiment, là, ça y est, on a des tests qui sont vraiment efficaces. Ils sont entièrement en mémoire, ils sont très rapides à exécuter. Je peux vraiment faire des modifications dans mon code home controller. Je suis sur quelque chose qui est fiable et qui est rapide à s'exécuter et qui est déterministe. Alors, on est très, très proche de l'architecture hexagonale maintenant déjà, en fait. C'est vraiment, on a le gros de l'intérêt, on a là. On va aller plus loin parce qu'il y a encore beaucoup de code qui est mélangé dans home controller. Tout ce code qui est ici dans la méthode GenerateInvoice du contrôleur, on voit bien qu'on a des choses qui parlent de HTTP, HTML, en fait, tout ce qui est lié au framework ASP.NET, tout ça, c'est très, très orienté web, alors qu'on a des règles métiers là-dedans qu'on voudrait pouvoir isoler. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va isoler toutes nos règles métiers dans une classe à part. Je vais juste laisser la dernière ligne qui génère une réponse HTTP. Et je vais mettre ça, vous connaissez maintenant un peu, hein, dans une helper méthode d'abord. Helper méthode generate ici. Et cette petite méthode, eh bien, je vais la mettre dans sa propre classe. Et je vais appeler ça, oui, ça va être ici, ça va être create invoice command. Alors, le clavier ne marche plus. On va recommencer. Voilà, create invoice command. C'est un nom au hasard, ça c'est vraiment pas important, c'est choisi comme ça. C'est un refactoring de ReSharper un peu plus évolué parce qu'il faut lui dire de prendre toutes les dépendances dont il va avoir besoin aussi, puisque c'est dans ce code-ci qu'on a besoin des dépendances qui étaient injectées. Et voilà, on lui dit de créer un fichier avec ça, ce qui va rendre notre contrôleur beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Il va se concentrer juste sur le fait d'appeler la commande et puis de créer la réponse HTTP avec le HTML qu'il a reçu. Donc ça, vraiment, vraiment très facile. On voit qu'il crée de nouveau lui-même cette commande. Ça, c'est peut-être encore une responsabilité qu'il n'est pas censé avoir. On va lui dire que finalement, on va lui injecter cette commande plutôt. Et donc, on lui dit d'ailleurs qu'il peut retirer les autres dépendances. Il n'a plus besoin que de recevoir juste la commande. Et cet objet commande que je peux vous montrer, eh bien, c'est lui qui va recevoir les autres dépendances pour faire toute la logique de générer la facture et appeler la base de données. Alors, toujours même logique, ce serait mieux de pouvoir le rendre plus indépendant et de lui dire ne décide pas toi-même quelle est l'implémentation que tu veux utiliser, mais utilise plutôt une interface. Donc, on va créer une interface là-dessus. On peut appeler iCreateInvoice. Voilà. Et donc, cette interface, on va pouvoir l'utiliser directement ici. C'est juste une interface sur laquelle il y a Generate. Donc, on lui dit de nouveau n'importe quelle implémentation qui a la méthode Generate, eh bien, tu peux prendre ça et tu peux accepter ça. L'interface elle-même est vraiment très, très basique. Il y a juste Generate dedans. Voilà, donc à ce stade-ci, maintenant, on a vraiment un home controller, finalement qui se concentre sur le web, sur comprendre les demandes de l'utilisateur et la passer au module métier, mais pas faire plus que ça. Donc, on a isolé ça ici. Et maintenant, on va vouloir aller plus loin, mais là, l'architecture hexagonale, en fait, à ce stade-ci, on l'a déjà. Hein. À ce stade-ci, on a vraiment déjà tous les fichiers qu'il nous faut pour l'architecture hexagonale. Par contre, on va vouloir aller plus loin, découper ça en modules séparés pour bien identifier les dépendances, que ce soit bien clair pour tout le monde, et puis renommer les choses clairement pour que n'importe qui comprenne. Parce que c'est pas tout d'avoir le principe, il faut aussi que tout le monde puisse, que ce soit bien communiqué à tout le monde et que tout le monde puisse bien le comprendre. Donc, de nouveau, je vais créer des dossiers, des projets séparés, donc des modules séparés. Je vais juste déplacer les fichiers dedans. Donc, je ne change aucun fichier, en fait, je ne fais que les déplacer. Et je vais avoir quelque chose là qui se ressemblera vraiment au schéma qu'on a vu au début.
Je vais, de nouveau, je ne vais pas le faire devant vous, ça prend du temps de mettre, changer les dépendances, etc. Ça prend 5 minutes, mais on n'a pas 5 minutes. Donc, je vais prendre directement un commit dans lequel c'est déjà fait. Je vais en fait d'abord plutôt committer ce que j'ai fait. Et puis, je vais prendre le commit dont je vous parle. Et on va regarder ça dans le projet ici. Alors, comme je dis, le principe de l'architecture hexagonale, on l'a vu, c'est tout en fait, c'était très très simple. Moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est une implémentation de ça avec des noms que j'ai parfois moi-même choisis, mais que je pense être plus explicite, plus clair pour les gens, surtout pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément l'architecture hexagonale et les différents termes qu'il faut. On va attendre qu'il charge le projet. Je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps à le charger. Mais donc ici, on va voir les différents projets. On va prendre exactement ceux que je vous montre ici. Et vous voyez le lien avec le schéma que j'ai fait au début. Hein. Donc, on a au centre business qui correspond au module métier, hein, tout simplement. On a l'adaptateur primaire qui est au-dessus, le projet web, très très simple, on l'a vu, hein, très très fin, il n'y a pas grand-chose dedans. Et puis, les adaptateurs externes, donc c'était toutes ces choses qu'on a extraites nous-mêmes, toutes les lignes de code qui nous embêtaient, qui appellent des choses externes, et on les a extraites, et on va ici les avoir dans un ou des modules. On peut les séparer en plusieurs modules, en fait, mais pour faire simple, j'ai tout mis dans le même, mais qui vont du coup être séparés surtout du module business, c'est ça qui est important. On va relancer Visual Studio. Hein. Voilà, donc du coup, maintenant, on voit dans notre projet qu'il y a plusieurs parties. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien avoir un dossier ici que j'appelle adapteur primaire, mais surtout, en fait, host, c'est plutôt host le mot que je vais utiliser pour que ce soit clair, que ça soit parlant à tout le monde. Et là-dedans, on va retrouver le projet ASP.NET de tout à l'heure avec le contrôleur. Très, très simple. Je vais avoir un dossier que j'aime bien appeler donc business, avec dedans, finalement, le port primaire, qui était l'interface qu'on va pouvoir utiliser, donc le point d'entrée de ce port, hein, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure, iCreateInvoice, et l'implémentation qui va être la commande, mais là, de nouveau, on peut avoir n'importe quel nom, n'importe quoi, ça suffirait. Voilà, on voit l'implémentation. Et alors, dans les ports externes, ce seront donc toutes les interfaces, donc les ports secondaires, en fait. Ici, j'appelle ça port externe pour que ce soit plus parlant pour les gens qui ne connaîtraient pas, mais donc c'est les ports secondaires dans la théorie qu'on a vue tout à l'heure, qui définissent simplement qu'est-ce que ce module métier veut pouvoir faire avec l'extérieur. Et c'est alors cette troisième partie, adapteur externe ici pour être parlant, mais adapteur secondaire, qui vont venir implémenter donc, toutes ces interfaces pour dire, voilà, moi je peux enregistrer dans la base de données, moi je peux faire ceci, etc. Donc de nouveau, c'est le code qu'on a créé tout à l'heure, juste déplacé dans des projets différents. Donc maintenant, on arrive à ça. Je peux vous présenter ça sous une autre forme. Ici, c'est de nouveau même schéma, même fichier, etc. Mais peut-être plus axé sur la théorie qu'on a vue, sur l'architecture hexagonale. Et donc, on voit qu'on a comme adaptateur primaire en haut finalement le projet ASP.NET avec le contrôleur qui était finalement allégé, il n'y avait presque plus rien dedans. Qu'on a notre module métier avec ici son port primaire qui est le iCreateInvoice et comme port secondaire tout ce qu'on a vu là. Donc toutes les dépendances qu'on a créées. Toute la logique est ici dans un objet que j'ai appelé CreateInvoiceCommand. Vous pouvez ici avoir plein de choses. Vous pouvez avoir toute votre logique. Donc ici, c'est vraiment juste un bête exemple. Ce n'est pas cette partie-là qui est importante. Ce qui est surtout important, c'est que je peux changer cette partie-là très facilement sans que ça n'ait d'impact sur mes tests, etc. Ça, c'est bien. Et puis alors, les adaptateurs secondaires en dessous, hein, avec les implémentations. Comme je vous l'ai dit, a priori, on découperait ça peut-être en ce qui est pour la base de données, ce qui est pour le file system, ce qui est pour loguer, ce qui est pour, etc., etc. Donc, vous aurez plusieurs adaptateurs externes. Alors ça, c'était la préparation d'arriver à notre user story, qui était d'ajouter le montant hors TVA sur la facture. Donc, on a fait l'étape 1, l'étape 2. L'étape 3, c'était de refactorer le code, puisqu'on a vu, si on le regarde de nouveau, ce code dans la commande reste très dupliqué, ça reste très compliqué à utiliser.
si je fais une modification là-dedans, bah, je vais vite m'embrouiller, ça ne va pas être très clair. Donc, je vais d'abord commencer à renommer les choses. Les noms sont catastrophiques ici. Je vais renommer les choses, les regrouper, retirer la duplication certainement pour éviter de faire un bug. Tout ça pour arriver à un code qui est prêt à accepter la fonctionnalité que je veux faire. Alors ici, on n'a pas le temps de le faire ensemble, donc je vais pas le faire. Je pense que ça, vous pouvez facilement imaginer. On pourrait le faire ça dans le contexte d'une autre présentation ou d'un autre workshop. Mais donc voilà, ici, c'est plus pas axé sur l'architecture hexagonale, c'est simplement refactorer le code dans de très bonnes conditions, parce qu'on n'a plus ce code legacy qu'on ne peut pas modifier. On a des tests qui couvrent tout ça, c'est très très bien. Donc ça, je vais passer maintenant, mais on va regarder la deuxième user story qu'on avait. La deuxième user story, c'était exécuter les factures en batch pendant la nuit. Et pour faire ça, eh bien maintenant, en fait, ça va être très très simple. Si je regarde ici, on va simplement pouvoir rajouter un deuxième adaptateur primaire, donc qui va se mettre au même niveau que notre projet web. Et cet adaptateur primaire va appeler l'ensemble de notre code business sans qu'on doive faire la moindre modification dans le code business et dans tout le reste. Et c'est surtout ça qui est important. On peut vraiment réutiliser tout ce code sans rien modifier. Je pourrais avoir ici un projet d'API, par exemple, qui veut exposer les mêmes besoins au travers d'une API. Eh bien, je ne modifie rien. Et on sait toujours que quand on ne modifie pas du code, on ne crée pas de bug. Donc, c'est vraiment ça qui est important ici. Donc ici, ça va être très, très, très simple. A priori, on ne va pas forcément avoir le temps de le faire, mais l'idée, c'est vraiment que ici, je rajoute un projet application console et je peux l'exécuter et appeler du coup mon interface. Je regarde le temps qu'il nous reste. On a peut-être quand même le temps de le faire. Donc, je vais rajouter un projet. L'application console. Qu'on va appeler compta.batch, par exemple. C'est ça qu'on avait vu. Et cette application console, eh bien, on va lui dire donc elle va devoir dépendre évidemment du module business, puisqu'elle va devoir l'appeler. Et on va donc créer la commande qui s'appelait create invoice command. On va rajouter la référence qui est nécessaire. On pourrait même se forcer à utiliser le iCreateInvoice comme interface. Et maintenant, je peux utiliser cette commande, comme je le disais, pour générer n'importe quel fichier. Si je veux le numéro 949, ou je pourrais probablement faire une boucle autour de tous les fichiers que je trouve dans ce dossier, eh bien, je peux générer ici à chaque fois ça. Alors évidemment, j'oublie un peu que je dois lui passer toutes les dépendances qu'on a rajoutées. Donc dans cette commande, on a dit qu'il allait avoir besoin d'un order source, le vrai, pas le mock ce coup-ci évidemment. Ça, on va le prendre dans le projet des adaptateurs externes. On va prendre Customer Source, on va prendre un Invoice Storage. Donc, vous voyez ici, dans l'adaptateur primaire, qui est le point d'entrée finalement de toute cette application, c'est le Composition Root. Ça veut dire, c'est la racine, c'est l'endroit qui doit finalement connaître l'ensemble du graphe d'objets. Et donc, c'est normal que ici je rajoute toutes les dépendances vers finalement tous les projets. Donc, je rajoute une dépendance vers le projet, vers le module business, mais aussi une dépendance vers les modules d'adaptateurs secondaires, etc., pour pouvoir mettre tous ces objets ensemble à un endroit. Il y a bien un moment quelqu'un qui doit connaître tout ça pour pouvoir les mettre ensemble. Et donc ça, c'est ici le Composition Root, c'est le point d'entrée. Et donc voilà, maintenant cette application-là, si je la lance, elle va générer une facture et la rajouter dans la base de données. Bon, je peux ici, vous voyez ici que pendant qu'on faisait la démo, beaucoup de factures se sont rajoutées. Et donc, si je lance mon application, est-ce qu'elle est lancée déjà? Pas encore. Eh bien, je vais voir apparaître ici une facture. Enfin, ce n'est pas le plus intéressant dans la présentation de toute façon. Donc, vous voyez, c'est très très facile de réutiliser le code du coup dans d'autres adaptateurs primaires. Donc, c'était un des avantages mis en avant au tout début par Alistair Cockburn en particulier.
Donc, si on revient ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'architecture hexagonale, c'était quand même très efficace pour avoir des tests rapides, indépendants de tout, et qui vont vraiment nous soutenir pour faire nos modifications, pour faire du refactoring, pour avoir du bon code, en fait. On a vu aussi que c'était pratique pour réutiliser notre code dans d'autres contextes, dans d'autres applications, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis on a vu cette approche pour refactorer du code legacy, qu'on ne comprend pas très bien. On a vu que ça pouvait être appliqué sur n'importe quelle application. Donc là, vraiment, il y a d'autres façons de faire, mais j'ai préféré vous montrer celle-ci où c'est vraiment, ça s'applique à n'importe quoi. Vous avez des morceaux de code qui vous embêtent, vous pouvez les isoler dans les classes, les moquer, et finalement, vous vous retrouvez dans cette situation où on a vraiment quelque chose qu'on peut refactorer, qui est super bien, qui accepte les changements de façon sûre, tout ça de façon sûre. Et on a commité notre code tout au long du refactoring. On a commité notre code, on l'a partagé avec nos collègues, ils ont reçu ça, ils ont pu déployer leurs fonctionnalités éventuellement parce qu'on fait ça progressivement sans jamais rien casser. Et ça, c'est vraiment l'approche résolument agile de la programmation, c'est-à-dire de faire ces petits changements, faire évoluer le code. On va aussi avoir un design émergent, évidemment, grâce à cette approche-là, mais sans jamais tout casser pour reconstruire une heure plus tard ou quelque chose. Non, on veut que tout évolue doucement, on peut commiter tout le temps, on peut partager tout le temps avec nos collègues. Alors, si vous voulez voir le code de cette application, il est disponible sur mon compte GitHub. Il y a aussi un lien dans le chat, normalement, que vous pouvez utiliser. Et puis, si c'est des sujets qui vous intéressent, comme je vous disais, j'ai des vidéos de 5 à 10 minutes que vous pouvez regarder sur des sujets comme ceux-ci, notamment l'architecture hexagonale ou la couverture de tests, le type de tests qu'on peut faire, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et puis, bon après-midi à tous.